L'étoile, une nouvelle de H. G. Wells, lecture par Christophe Tabar. Le premier jour de l'année nouvelle, 3 observatoires signalèrent, presque simultanément, le désordre survenu dans les mouvements de Neptune, la plus éloignée des planètes qui gravitent autour du Soleil. En décembre déjà, Ogilvy avait alerté l'opinion sur un ralentissement suspect de sa vitesse. Une telle nouvelle était peu faite pour intéresser un monde ignorant majoritairement l'existence même de Neptune, si bien que, en dehors de la communauté des astronomes, la découverte ultérieure d'une faible et lointaine tache lumineuse dans la région troublée ne causa aucune agitation particulière. Les scientifiques cependant prirent la découverte en considération, avant même qu'on s'aperçoive que ce corps nouveau devenait rapidement plus grand et plus brillant. Les scientifiques cependant prirent la découverte en considération, avant même qu'on s'aperçoive que ce corps nouveau devenait rapidement plus grand et plus brillant, que ses mouvements étaient tout à fait différents de la révolution régulière des planètes, et que la déviation de Neptune et de son satellite prenait maintenant des proportions sans précédent. Sans formation scientifique, on peut difficilement se rendre exactement compte de l'incroyable isolement du système solaire. Le Soleil, avec ses grains de planètes, sa poussière de planétoïdes et ses impalpables comètes, nage dans un vide immense qui défie l'imagination. Au-delà de l'orbite de Neptune, c'est l'espace, vide autant que l'œil humain l'a percé, sans chaleur, lumière ou son, un néant incolore, sur 30 millions de fois 1 million de kilomètres. C'est la moindre des évaluations de la distance à parcourir avant d'atteindre la plus proche des étoiles. Hormis quelques comètes moins consistantes qu'une flamme légère, rien jamais, à la connaissance humaine, n'avait franchi ce gouffre avant l'apparition au tout début du XXe siècle de cet étrange vagabond. C'était bien un corps énorme et pesant qui, de l'obscur mystère des cieux, se précipitait sans crier gare dans le rayonnement solaire. Le second jour, pour tout télescope qui se respecte, elle était clairement visible, un point d'un diamètre à peine sensible dans la constellation du Lion, près de Régulus. En peu de temps, on put l'apercevoir avec de simples jumelles. Le troisième jour de la nouvelle année, ceux qui, dans les 2 hémisphères, lurent les journaux, furent avertis pour la première fois de la réelle importance que pouvait avoir cette apparition céleste. Un journal de Londres titra « Une collision de planètes » et publia l'opinion de Duchesne, selon laquelle l'étrange apparition heurterait probablement Neptune. Les éditorialistes développèrent le sujet, si bien que le 3 janvier, dans la plupart des grandes capitales du monde, on s'attendit vaguement à un phénomène astronomique imminent. Et quand la nuit succéda au crépuscule, des milliers de gens levèrent les yeux vers le ciel pour découvrir les vieilles étoiles familières telles qu'elles avaient toujours été. À Londres, l'astre apparut vers l'aurore, à l'heure où Pollux disparaît et les étoiles pâlissent. Une aurore d'hiver, une infiltration de lumière malsaine qui s'accumule, et la lueur du gaz et des lampes qui brillaient, jaunes, aux fenêtres, où les gens veillaient. Le policeman somnolent l'aperçut, les foules affairées dans les marchés restèrent bouche bée, les ouvriers se rendant à leur labeur matinal, les laitiers, les cochers des fourgons des postes, les noctambules qui rentraient éreintés et pâles, les vagabonds, les sentinelles à leur poste, et dans la campagne, le laboureur cheminant à travers champs, les braconniers rentrant furtivement, par toute la contrée encore sombre qui s'éveillait, et sur la mer, les marins en vigie épiant le jour, tous purent voir une grande étoile blanche surgir dans le ciel d'Occident. Elle était plus brillante qu'aucune étoile de nos cieux, plus encore que l'étoile du berger. 1 heure après le lever du soleil, elle luisait plus encore, large et blanche, non plus une simple tache de lumière clignotante, mais un petit disque rond d'un éclat net et clair. Là où la science n'est pas allée,
les hommes s'étonnent et prennent peur, se racontant les uns aux autres les guerres et les fléaux qu'annoncent les signes enflammés des cieux. Les bourgs opiniâtres, les Hottentots au teint de cuivre, les nègres de la Côte d'Or, les Français, les Espagnols, les Portugais épiaient dans l'ardeur du soleil levant l'installation de cette étrange étoile nouvelle. Dans 100 observatoires, ce fut une surexcitation contenue qui se transforma bientôt en exclamation lorsque les deux corps lointains se précipitèrent l'un sur l'autre. On rassembla les appareils photographiques, les spectroscopes, toutes sortes d'instruments pour enregistrer ce nouveau et surprenant phénomène, la destruction d'un monde. Car c'était un monde, une planète sœur de notre Terre, en vérité infiniment plus grande qu'elle, qui, si soudainement, s'élançait vers la mort flamboyante. Neptune avait été bel et bien frappé par l'astre étrange venu du fond de l'espace. Et sous la violence de la collision, les deux globes solides donnèrent naissance à une vaste masse incandescente. Ce jour-là, 2 heures avant l'aube, la grande étoile blanche et pâle amorça son orbe dans le ciel et s'évanouit à l'ouest, quand le soleil apparut derrière elle. Partout les hommes s'émerveillaient, mais nul autant que les marins, habituels contemplateurs des étoiles, qui, sur l'immensité des océans, ne savaient rien du nouvel astre, et le voyaient maintenant se lever comme une lune minuscule, monter au zénith, passer au-dessus de leur tête et s'enfoncer vers l'ouest avec les dernières ombres de la nuit. Quand à nouveau l'étoile se leva sur l'Europe, partout s'étaient rassemblées des foules attentives. Sur le versant des collines, sur les toits des maisons, dans les plaines, les yeux fixés vers l'est pour voir apparaître la grande étoile nouvelle. Elle surgit, précédée d'une luminescence blanche comme l'éclat d'un grand feu pâle, et ceux qui l'avaient découverte la nuit précédente s'écrièrent en la voyant « Elle est plus grande, elle est plus brillante !» Et de fait la lune à demi pleine, prête à disparaître à l'horizon, gardait une taille qui ne soutenait pas la comparaison. Mais c'est à peine si elle avait autant d'éclat que maintenant le petit cercle de cette étrange étoile nouvelle. « Elle est plus brillante !» criaient les gens, s'attroupant dans les rues. Mais, dans les observatoires obscurs, les témoins attentifs retenaient leur souffle et s'interrogeaient du regard. « Elle s'approche !» disaient-ils. « Elle est plus près !» Et chacun de répéter « Elle s'approche !» Le télégraphe, à petits coups, s'empara de ces mots. Ils tremblotèrent au long des fils du téléphone, et, dans des milliers de villes, des employés aux mains noircies tapèrent sur le clavier. « Elle s'approche !» Ceux qui écrivaient dans les bureaux, frappés d'une étrange inquiétude, posèrent leurs plumes. D'autres, qui causaient en 1000 endroits, saisirent l'inimaginable signification de ces mots. « Elle s'approche !» Ils coururent le long des rues qui s'éveillaient dans les villages tranquilles sous la gelée blanche. Ceux qui avaient lu la nouvelle sur les bandes du télégraphe se tenaient sur le pas des portes dans les lueurs jaunâtres du matin et l'annonçaient aux passants. « Elle approche !» Les jolies femmes, fraîches et rayonnantes, la prirent entre deux danses et feignirent un intérêt qu'elles ne ressentaient pas. « Plus près, vraiment ? Que c'est curieux ! Faut-il que ces astronomes soient ingénieux pour découvrir pareille chose ?» Les vagabonds solitaires cheminant par la nuit glaciale, en regardant au ciel pour se réconforter, se murmuraient ces mots. « Elle fait bien de s'approcher. La nuit est aussi froide que la charité. Tout de même, si elle approche, elle n'apporte guère de chaleur. »« Que peut me faire une nouvelle étoile ?» s'écriait une femme en pleurs, agenouillée auprès d'un mort. L'étudiant, levé de bonne heure pour préparer un examen, s'empara du problème, pendant que la grande étoile blanche étincelait, large et brillante, à travers les fleurs de gelée de sa fenêtre. « Centrifuge, centripète, disait-il, son menton dans la main. Arrête une planète dans sa course, lui enlève sa force centrifuge, et puis après, la force centripète s'en empare et elle vient tomber dans le soleil. Et alors,
Sommes-nous sur son chemin? Je me le demande. Ce jour-là s'en fut comme les autres, et avec les premières heures des ténèbres glaciales s'éleva de nouveau l'astre étrange. Il était maintenant si brillant que la lune croissante ne semblait plus être que son propre fantôme, pâle et jaune, énorme, flottant dans le crépuscule. Dans une ville sud-africaine, un grand homme s'était marié, et les rues étaient éclaboussées de lumière comme pour saluer son retour avec son épouse. « Les cieux m'aiment l'éclair !» dit un flatteur. Sous le Capricorne, deux amants nègres, affrontant par amour l'un de l'autre les bêtes sauvages et les esprits mauvais, s'étaient blottis dans un fourré de roseaux où voltigeaient les lucioles. « C'est notre étoile !» murmurèrent-ils, et ils se sentirent étrangement réconfortés par sa douce clarté. Le grand mathématicien s'assit à son bureau et repoussa quelques papiers. Il avait presque terminé ses calculs. Dans une petite fiole blanche restait encore un peu de la drogue qu'il avait tenu éveillé et actif 4 longues nuits. Chaque jour, serein, clair, avec sa patience usuelle, il avait donné un cours à ses élèves, puis était immédiatement revenu à son important travail. Son visage était grave, un peu tiré et fiévreux à cause de son activité artificiellement entretenue. Pendant un temps, il sembla perdu dans ses pensées. Soudain, il se leva, alla à la fenêtre et leva le rideau. Au milieu du ciel, par-dessus l'amas des toits, des cheminées et des clochers de la ville, planait l'étoile. Il la considéra comme on fixe des yeux à un ennemi courageux. « Tu peux me tuer, dit-il après un silence, mais je te tiens fermement, toi et tout l'univers dans ce petit cerveau. Je ne changerai pas, même maintenant. » Son regard rencontra la petite fiole. « Plus besoin de dormir maintenant, dit-il. » Le jour suivant, à midi, il entra ponctuel dans l'amphithéâtre où il faisait son cours, posa comme d'habitude son chapeau au bout de la table et choisit soigneusement un gros morceau de craie. Sujet de plaisanterie parmi ses élèves, il ne pouvait enseigner sans tenir ce morceau de craie entre les doigts. Et un jour qu'ils avaient caché sa réserve, il fut frappé d'inhibition. Il s'avança et regarda, sous ses sourcils gris, les rangées de visages jeunes et frais qui s'inclinaient, puis il prit la parole, comme à l'accoutumée, en phrases choisies. « Des circonstances surviennent, circonstances hors de mon pouvoir. Qui, reprit-il après une courte pause, m'empêcheront de poursuivre et d'achever ce cours. Il semblerait, messieurs, pour dire la chose clairement et brièvement, que l'homme ait vécu en vain. » Les étudiants se regardèrent. Avait-il bien entendu? Un accès de folie? Les sourcils se levèrent et des sourires naquirent, mais un ou deux visages restèrent absorbés par la calme figure bordée de gris. Il serait intéressant de consacrer un moment à l'exposé, si tant que je puisse le faire clairement, des calculs qui m'ont conduit à cette conclusion. Supposons que... Il se tourna vers le tableau, étudiant un diagramme de sa façon habituelle. « Que veut dire par vivre en vain ?» murmura un étudiant à son voisin. « Écoute, » répondit l'autre, avec un signe de tête vers le professeur. Alors ils commencèrent à comprendre. Cette nuit-là, l'étoile se leva plus tard, car son mouvement vers l'est l'avait quelque peu entraîné du lion vers la Vierge, et son éclat était si intense que le ciel prit une teinte d'un bleu lumineux à mesure qu'elle se levait, et les planètes s'effacèrent tour à tour, sauf Jupiter près du zénith. Capella, Aldébaran, Sirius et les chiens de l'ours. Elle était très blanche et belle. En maints endroits du monde, on vit cette nuit-là un halo pâle qui l'encerclait. Elle devenait sensiblement plus grande. Dans le ciel clair et réfringe des tropiques, sa taille paraissait près du quart de celle de la Lune. Il gelait encore en Angleterre, mais le monde était aussi brillamment illuminé que par un clair de lune d'été.
On y voyait assez, avec cette froide et claire lumière, pour lire sans effort, et dans les villes, les lampes brûlaient, jaunes et blêmes. Par tout le monde on veilla cette nuit-là. Par toute la chrétienté, un triste murmure s'éleva dans l'air vif des campagnes, comme le bourdonnement des abeilles dans la bruyère, et ce tumultueux bruissement croissait en clameur dans les cités. C'était le son des cloches d'1 million de beffrois, de tours et de clochers, demandant au peuple de ne plus dormir, de ne plus pécher, et de se rassembler dans les églises et de prier. Et dans le ciel, plus grande et plus lumineuse à mesure que la nuit finissait et que la terre poursuivait sa route, montait l'étoile éblouissante. Dans toutes les villes, les rues et les maisons étaient éclairées, les docks ruisselaient de clarté, et la nuit durant, toutes les routes menant vers les hauteurs furent illuminées et encombrées de gens. Sur toutes les mers qui entourent les contrées civilisées, les paquebots aux machines haletantes, les vaisseaux aux voiles gonflés, surchargés d'hommes et de créatures vivantes, gagnaient le large, vers le nord. Car déjà l'avertissement du grand mathématicien avait été télégraphié dans le monde entier et traduit en 100 langues. La planète nouvelle et Neptune, enlacés en une étreinte de flammes, tournoyaient vertigineusement, d'une allure sans cesse plus rapide, vers le soleil. Déjà à chaque seconde, cette flamboyante masse franchissait des centaines de lieues, et à chaque seconde, sa terrifiante vélocité s'accroissait. D'après la direction de sa course actuelle, à vrai dire, elle devait passer à une centaine de millions de lieues de la Terre, et l'influencer à peine. Mais dans son sillage, jusqu'à présent fort peu troublé, se trouvait l'énorme planète Jupiter et ses satellites tournant autour du Soleil. À chaque instant désormais croissait l'attraction entre l'étoile flamboyante et la plus grande des planètes. Avec quelles conséquences? Inévitablement, Jupiter dévierait de son orbite en une course elliptique, et l'étoile ardente, déviée de sa course vers le Soleil, décrirait une courbe, heurterait peut-être notre Terre, et à coup sûr passerait fort près d'elle. Tremblements de terre, éruptions volcaniques, cyclones, raz de marée, inondations, et une hausse constante et régulière de la température, jusqu'à je ne sais quelle limite, avait prophétisé le grand mathématicien. Au-dessus des têtes, pour confirmer ces paroles, solitaire, froide et livide, étincelait l'étoile de la destruction prochaine. Pour beaucoup de ceux qui, jusqu'à avoir mal, la fixèrent cette nuit-là, il sembla qu'elle s'approchait à vue d'œil. Et cette nuit-là aussi, le temps changea. Le froid qui régnait sur toute l'Europe centrale, la France et l'Angleterre, s'adoucit vers le dégel. Mais il ne faut pas croire, parce qu'il a été parlé de gens priant toute la nuit, se réfugiant sur les navires ou s'enfuyant vers les montagnes, que le monde entier fut déjà plongé dans la terreur à cause de l'étoile. En réalité, les habitudes et la coutume dirigeaient encore le monde, et en dehors des conversations, à des moments de loisir, sur la splendeur de la nuit, 9 personnes sur 10 s'affairaient à leurs occupations usuelles. Dans les villes, hormis quelques-uns, çà et là, les magasins ouvraient et fermaient aux heures habituelles. Les médecins et les pompes funèbres poursuivaient leur commerce. Les ouvriers allaient aux usines, les soldats s'entraînaient, les écoliers étudiaient, les amants se rencontraient, les voleurs faisaient le guet et s'enfuyaient, les politiciens préparaient leurs projets, les imprimeries des journaux ronflaient toute la nuit, et plus d'un prêtre de telle ou telle église refusa d'ouvrir son saint office pour favoriser ce qu'il considérait comme une panique absurde. Les journaux insistaient sur la leçon de l'an 1000, car alors les peuples avaient aussi prévu la fin. L'étoile n'en était pas une, un simple gaz, une comète, et s'il s'agissait d'une étoile, elle pouvait ne pas heurter la Terre. Il n'y avait aucun précédent. Le bon sens était partout vivace, ironique, facétieux, peu enclin à se laisser tourmenter par des peurs obstinées. Ce soir-là, à 7h15, heure de Greenwich, l'étoile serait à son plus proche de Jupiter. Alors le monde saurait quelle tournure les choses prendraient. Les avertissements du grand mathématicien
était, par beaucoup, considéré comme une publicité sophistiquée pour lui-même. Le bon sens, enfin, un peu échauffé par la discussion, signifia ses inaltérables convictions en allant se coucher. De même aussi, barbarie et sauvagerie, déjà lassés de la nouveauté, s'en furent à leurs occupations nocturnes, et à part çà et là quelques chiens hurlants, le monde des bêtes ne prêta aucune attention à l'étoile. Et quand enfin les Européens attentifs virent l'étoile se lever, 1 heure plus tard, il est vrai, mais pas plus grande que la nuit précédente, il y eut encore assez de gens éveillés pour se moquer du grand mathématicien, pour considérer le danger comme révolu. Mais tout aussitôt les railleries cessèrent. L'étoile croissait d'heure en heure. Elle grandissait avec une persistance terrible, un peu plus grosse à chaque heure, un peu plus près du zénith de minuit, de plus en plus brillante, jusqu'à faire de la nuit un deuxième jour. Si elle venait droit sur la Terre sans décrire de courbe, si elle ne subissait aucun ralentissement aux environs de Jupiter, elle pouvait franchir l'espace intermédiaire en une journée. Mais de fait, il lui en fallut 5 pour arriver à proximité de notre planète. La nuit suivante, elle atteignit le tiers de la taille de la Lune aux yeux des Anglais, et le dégel commença. Puis elle sembla aussi grande que quand elle apparut au-dessus de l'Amérique, d'une blancheur aveuglante et brûlante. Un vent chaud se mit à souffler à mesure que progressait l'étoile, de plus en plus fortement. En Virginie, au Brésil et dans la vallée du Saint-Laurent, elle brillait par intermittence à travers une course fantastique de nuages orageux, secoués d'éclairs violets, tandis que s'abattait une grêle d'une violence inouïe. Dans le Manitoba, il y eut un dégel subit et des inondations dévastatrices. Sur toutes les montagnes de la terre, cette nuit-là, la neige et la glace se mirent à fondre, et toutes les rivières dévalèrent des hauteurs, épaissies et troubles, et bientôt dans les terres basses charrièrent des troncs d'arbres tournoyants et des cadavres d'hommes et d'animaux. Sous la clarté funèbre, les eaux montaient constamment, sans répit, et se déversaient par-dessus les rives, poursuivant dans les vallées les populations qui s'enfuyaient. Le long des côtes d'Argentine jusqu'à l'Atlantique Sud, les marées furent plus hautes que jamais de mémoire humaine, et la tempête projeta les eaux à des lieues à l'intérieur des terres, noyant des villes entières. Si grande fut la chaleur cette nuit-là, que le lever du soleil fut comme l'annonce d'un peu d'ombre. Les tremblements de terre débutèrent et gagnèrent en intensité. Bientôt dans toute l'Amérique, du cercle arctique jusqu'au Cap Horn, les flancs des montagnes se mirent à chanceler et à glisser. Des gouffres s'ouvrirent, les murs et les maisons s'écroulèrent. Tout un versant du Cotopaxi s'effondra en une vaste convulsion, et un torrent de lave jaillit si haut, si large, si rapide et si fluide, qu'en une journée, il atteignit la mer. Ainsi l'étoile, la lune hâve dans son sillage, survola le Pacifique, traînant derrière elle l'ouragan, comme les pans d'une robe, et le raz de marée qui enflait à mesure qu'il avançait lourdement, écumant et impatient, et se précipitait sur les îles, les unes après les autres, balayant toute trace humaine. Puis la vague parvint, rapide et terrible, dans un éclat aveuglant et le souffle d'une fournaise, mur d'eau haut de 15 mètres, avec un rugissement d'affamés, sur les longues côtes de l'Asie, et se précipita à travers les plaines de la Chine. Pendant un moment, l'étoile, maintenant plus ardente, plus grande et plus brillante que le soleil à son zénith, répandit son impitoyable clarté sur l'immense et populeuse contrée. Les villes et les villages, leurs pagodes et leurs arbres, les routes, les vastes cultures, des millions d'êtres éveillés, contemplant avec une impuissante terreur le ciel incandescent. Puis on entendit, rumeur qui gonflait, le grondement des flots. Cette nuit-là, elle apparut à des millions d'individus, en fuite vers nulle part, les membres alourdis par la chaleur, la respiration courte et haletante, et derrière eux, la vague, comme un mur furieux et livide. Enfin, la mort. La Chine étincelait de clarté blanche, mais au-dessus du Japon, de Java,
et de toutes les îles de l'Asie orientale, la grande étoile passa comme un globe de feu, rendu rouge et terne par la vapeur, la fumée et la poussière que les volcans crachaient, comme pour saluer sa venue. À la surface, il y avait la lave, les gaz brûlants, les cendres, les flots bouillonnés, et la terre entière était secouée et tourmentée par des secousses et des tremblements terribles. Bientôt les immémoriales neiges du Tibet et de l'Himalaya se mirent à fondre et se précipitèrent par 10 millions de canaux qui, se creusant sans cesse, convergeaient vers les plaines de la Birmanie et de l'Hindoustan. Les crêtes inextricables des jungles hindous s'enflammèrent en 1000 endroits, et sous les eaux rapides, parmi les souches et les troncs, de sombres choses s'agitaient faiblement et reflétaient les langues rouges sang des flammes. Dans une inexprimable confusion, une multitude d'hommes et de femmes s'enfuyaient le long des grandes rivières et vers le dernier espoir des hommes, le large. L'étoile croissait encore en taille, en chaleur et en éclat, avec maintenant une rapidité terrifiante. L'océan tropical avait perdu sa phosphorescence, et des vapeurs tournoyantes s'élevaient en volutes fantastiques des vagues sombres qui plongeaient incessamment autour des vaisseaux que secouait la tempête. Alors il se fit un prodige. Il sembla à ceux qui, en Europe, attendaient le lever de l'étoile, que la terre avait cessé de tourner. En 1000 endroits des plaines et des montagnes, les gens qui avaient fui les inondations, l'écroulement des maisons, l'affaissement des collines, attendirent en vain le lever de l'astre. En une incertitude terrible, les heures suivirent les heures, et il ne parut pas. Une fois encore, les hommes contemplèrent les vieilles constellations qu'ils avaient crues perdues pour toujours. En Angleterre, le ciel était ardent et clair, encore que le sol frémît perpétuellement. Mais sous les tropiques, Sirius, Capella et Aldébaran brillaient à travers un épais voile de vapeur. Quand enfin la grande étoile se leva, environ 10 heures plus tard, le soleil monta presque immédiatement derrière elle, et au centre de son foyer blanc était un disque sombre. C'était durant son passage au-dessus de l'Asie que l'étoile s'était mise à dériver dans le ciel, et tout à coup, comme elle passait au-dessus de l'Inde, son éclat s'était voilé. Toute la plaine de l'Hindoustan, depuis l'Indus jusqu'aux bouches du Gange, était cette nuit-là une immense étendue d'eau, d'où émergeaient les temples et les palais, les montagnes et les collines noires du monde. Chaque minaret était une masse confuse de gens qui tombaient, un par un, dans les eaux troubles, à mesure que la chaleur et la panique les terrassaient. Toute la contrée semblait gémir et se lamenter. Et, brutalement, une ombre passa sur cette fournaise de désespoir. Un souffle de vent frais et un amas de nuages s'élevèrent dans l'air adouci. Les gens qui, presque aveuglés, regardaient l'étoile, virent un disque noir se glisser au sein de son rayonnement. C'était la lune, passant entre l'étoile et la terre. Déjà les hommes rendaient grâce à Dieu pour ce répit, et avec une étrange et inexplicable rapidité, de l'est apparut le soleil. Alors, avec une affolante vélocité, étoiles, soleil et lune se précipitèrent ensemble dans les cieux. Ce fut ainsi que, bientôt, se levèrent pour les Européens anxieux l'étoile et le soleil, l'un derrière l'autre. Ils se poursuivirent impétueusement pendant un moment, puis ralentirent leur course, et enfin s'arrêtèrent, confondus en un seul rayonnement de flammes au zénith. La lune n'éclipsait plus l'étoile et se trouvait hors de vue dans l'éclat du ciel. Bien que ceux qui étaient encore en vie regardassent pour la plupart ce spectacle avec le même abrutissement que la faim, la fatigue, la chaleur et le désespoir engendrent, il y en eut quelques-uns pour saisir la signification de ces signes. L'étoile et la terre avaient été à leur plus grande proximité, avaient subi leur commune perturbation, et l'étoile était passée. Déjà elle s'éloignait, de plus en plus rapidement, dans la dernière phase de sa chute vertigineuse vers le soleil. Alors les nuages se rassemblèrent, masquant le ciel. Le tonnerre et les éclairs agitèrent leurs parures autour du monde. Par toute la terre, ce fut un déluge de pluie, tel que les hommes n'en avaient jamais vu,
et là où les volcans avaient craché leurs flammes contre la voûte nuageuse, dévalèrent des torrents de boue. Partout les eaux se déversaient hors des terres, laissant des ruines envasées et le sol jonché, comme un rivage après la tempête, de tout ce qui avait flotté, les cadavres des hommes et des bêtes, leurs enfants. Pendant des jours, les eaux s'écoulèrent, emportant sur leur passage les décombres, les arbres et les maisons, empilant d'immenses digues et creusant de titanesques ravins dans le sol. Ce furent des temps de tristesse qui suivirent l'étoile et la fournaise. Pendant ces jours, et pendant bien des semaines et des mois, les tremblements de terre continuèrent. Mais l'étoile était passée, et les hommes, poussés par la faim et reprenant lentement courage, purent regagner leurs cités en ruine, leurs greniers incendiés et leurs champs détrempés. Les quelques vaisseaux qui avaient échappé aux tempêtes arrivèrent déroutés et délabrés, sondant leur route avec précaution parmi les récents hauts-fonds et les nouvelles lignes d'eau des ports autrefois familiers. Quand les tempêtes se calmèrent, les hommes s'aperçurent qu'en tout lieu les journées étaient plus chaudes que jadis, que le soleil était plus grand, et que la lune, diminuée des 2/3 de ses anciennes dimensions, développait ses phases en 80 jours. Mais de la nouvelle fraternité qui se développa parmi les hommes, de la préservation des lois, des livres et des machines, de l'étrange changement qui se produisit en Islande, au Groenland et sur les rives de la mer de Baffin, à tel point que les marins qui y parvinrent alors trouvèrent ces contrées verdoyantes et accueillantes et qu'ils purent à peine en croire leurs yeux. Cette histoire ne raconte rien, non plus que de l'activité humaine maintenant que la terre était plus chaude, au nord et au sud, vers les pôles. Elle ne traite que de la venue et de la disparition de l'étoile. Les astronomes de Mars, car il y a des astronomes sur la planète Mars, encore qu'ils soient fort différents des hommes, furent, comme on le pense, profondément intéressés par ces phénomènes. Sans doute virent-ils les choses de leur propre point de vue. Considérant la masse et la température du projectile lancé à travers notre système solaire jusqu'au Soleil, écrivit l'un d'eux, on est surpris du peu de dommages que la Terre, qui la manquait de si près, a supporté. Toutes les anciennes démarcations des continents et les masses des mers sont restées intactes, et, à vrai dire, la seule différence semble être une diminution de la décoloration blanche, qu'on suppose être de l'eau congelée, autour de chacun des pôles. Ce qui montre simplement combien la plus vaste des catastrophes humaines peut paraître peu de choses à une distance de quelques millions de kilomètres.